Nous sommes en 1895. Paris s'éveille sous un ciel d'un gris perlé, typique des matinées de printemps. La ville lumière, en cette fin de siècle, est une métropole bruyante, dense, en perpétuel mouvement. Mais avant même que le soleil ne perce la brume qui enveloppe les toits de zinc, une vibration sourde se fait sentir dans le sol. C'est le pouls de la capitale qui commence à battre, rythmé par le passage incessant des roues en fer sur les rails d'acier. Nous sommes à l'âge d'or du tramway. Ce roi de la rue qui, bien avant le métropolitain souterrain, tisse sa toile à travers les boulevards haussmanniens et les faubourgs populaires. Le paysage sonore de la rue parisienne est dominé par ce fracas métallique. Contrairement aux pavés de bois ou de pierre qui étouffent ou fait résonner différemment les sabots des chevaux, le rail impose une sonorité continue, un grondement grave qui annonce l'approche des lourds véhicules. En 1895, le tramway n'est pas un mode de transport unique et uniforme. C'est une mosaïque technologique, un étrange mélange de tradition et de modernité, où la force animale côtoie la vapeur et l'air comprimé. Le promeneur qui arpente le trottoir observe ce ballet complexe où s'entrecroisent le passé et le futur. Pour comprendre le fonctionnement de ce réseau vital, il faut se rendre bien avant l'aube, dans l'un des immenses dépôts de la Compagnie Générale des Omnibus ou des compagnies de tramway sud et nord. C'est ici, dans ces cathédrales de briques et de fer, que la journée commence véritablement. L'odeur est prenante, un mélange d'huile de machine, de crottin, de foin et de charbon. Car à cette époque, le cheval reste le moteur principal de la mobilité parisienne. Des milliers de bêtes, principalement de robustes percherons gris pommelés ou des chevaux de trait ardennais, dorment dans les écuries alignées. Les palefreniers sont les premiers levés. Dans la pénombre éclairée par des lanternes à gaz, ils s'affairent en silence. Il faut nourrir ces milliers de bouches, curer les sabots, vérifier les fers. Le cheval de tramway n'est pas une monture de loisir. C'est un ouvrier à quatre pattes, traité avec une rigueur industrielle. On entend le bruit des seaux d'eau, le frottement des brosses dures sur les flancs des animaux. Chaque cheval connaît sa place. Il est harnaché avec des cuirs épais, graissés pour résister à la pluie et à la sueur. Pendant ce temps, dans une autre partie du dépôt, les équipes techniques préparent les véhicules mécaniques. Car 1895 est une année charnière. Si le cheval domine encore, on voit apparaître des machines étranges, sans attelage. Ce sont les tramways à air comprimé, système Mekarski, ou les tramways à vapeur. Les mécaniciens, le visage déjà noirci, vérifient les niveaux, alimentent les foyers ou connectent les réservoirs aux prises d'air haute pression. On entend le sifflement de la vapeur qui s'échappe, le cliquetis des bielles que l'on huile généreusement. C'est un monde d'ingénieurs et d'artisans qui s'activent pour que, dès 6 heures, les premiers véhicules puissent franchir les grilles. Lorsque le tramway quitte le dépôt, il s'insère dans le flot de la circulation naissante. Le conducteur, que l'on appelle le cocher, s'il guide des chevaux, ou le watman s'il pilote une machine, est un personnage central de la rue. Perché sur sa plateforme à l'avant, exposé aux intempéries, il porte un lourd manteau de drap bleu sombre, souvent agrémenté de boutons dorés, et une casquette rigide. Sa posture est celle d'un capitaine de navire. Il doit anticiper les mouvements imprévisibles des piétons, des charrettes à bras, des chiens errants et des fiacres qui encombrent la chaussée. Observons un tramway hippomobile typique de cette année-là. C'est une voiture lourde, massive, à 2 étages. En bas, l'intérieur est fermé, vitré, confortable. En haut, c'est l'impériale. Pour y accéder, il faut emprunter un escalier en colimaçon étroit et vertigineux situé à l'arrière du véhicule. L'impériale est ouverte à tous les vents, protégée seulement par une rambarde et parfois une légère toiture en bois. C'est la place des fumeurs, des ouvriers, des étudiants, de ceux qui paient moins cher. Le démarrage est un moment critique. Les 2 ou 3 chevaux s'arc-boutent. Leurs fers crissent sur les pavés glissants pour vaincre l'inertie des tonnes de bois et de métal. Le cocher claque sa langue, manie le fouet avec précision, non pour frapper, mais pour indiquer la cadence. Une fois lancé, le tramway glisse avec une relative douceur sur ses rails. Mais le moindre défaut de la voie se répercute dans toute la carcasse du véhicule, faisant vibrer les vitres et trembler les banquettes. À l'intérieur, en première classe, l'ambiance est feutrée. Les banquettes sont recouvertes de velours rouge ou de moleskine, rembourrées de crin.
On y trouve des bourgeois se rendant à leur bureau, des dames en visite, consultant leur montre à gousset. L'espace est étroit. On se fait face, genou contre genou. La promiscuité est inévitable, mais régie par des codes de politesse stricts. On ne parle pas fort, on évite de fixer son voisin, on lit le journal Le Petit Parisien ou Le Figaro, déployé avec difficulté dans l'espace restreint. Le receveur est le maître de l'espace intérieur. Vêtu de son uniforme, une sacoche de cuir en bandoulière, il circule difficilement entre les passagers. Son travail est incessant. Il doit vendre les billets, poinçonner les cartes, annoncer les arrêts d'une voix forte et surtout, gérer le système complexe des correspondances. À Paris, on ne paie pas simplement un trajet. On achète souvent le droit de changer de ligne. Le receveur remet alors un petit ticket coloré, précieux sésame qui permet de continuer son voyage sur une autre voiture. Le tintement de sa pince à poinçonner et le bruit des pièces de monnaie qu'il manipule font partie de la musique du voyage. Sur la plateforme arrière, c'est une autre atmosphère. C'est là que l'on monte et que l'on descend, souvent en marche lorsque le tramway ralentit à peine. Les habitués, les jeunes gens agiles, sautent sur le marchepied au risque de glisser. Cette plateforme est un lieu de sociabilité masculine. On y fume, on y discute, on commente l'actualité politique ou les résultats des courses hippiques, tout en se tenant fermement aux barres de laiton patinées par des milliers de mains. Mais le tramway de 1895 n'est pas seulement un véhicule, c'est aussi un système d'attente. Sur les trottoirs, aux carrefours stratégiques comme la place de la Bastille, la Madeleine ou le Châtelet, se trouvent les bureaux de la compagnie. Ce sont de petits kiosques ou des salles d'attente intégrées aux immeubles. Ici, règne une règle d'or, le numéro d'appel. Puisque les tramways sont souvent complets aux heures de pointe, on ne monte pas qui veut. En arrivant, le voyageur prend un numéro souche distributeur fixé au mur. Il faut alors attendre. Les gens patientent sur le trottoir, regroupés par destination. Lorsque le tramway arrive enfin, grinçant et soufflant, le receveur descend et crie les numéros. 25, 26, 27. Seuls les détenteurs des numéros appelés ont le droit de monter. C'est un moment de tension quotidienne. Si le véhicule est plein avant que votre numéro ne soit appelé, il faut attendre le suivant. On voit alors des visages se fermer, des montres être consultées avec anxiété. C'est la dictature de l'horloge et de la place disponible qui s'impose au rythme de vie parisien. Les trajets sont longs. Traverser Paris peut prendre plus d'1 heure. La vitesse commerciale est faible, guère plus rapide qu'un homme au pas de course. Les embouteillages sont fréquents. Un cheval qui tombe, une roue de charrette brisée sur la voie, un marché qui déborde sur la chaussée, et tout le trafic s'arrête. Les passagers prennent leur mal en patience, habitués à ces aléas. On regarde par la fenêtre le spectacle de la rue qui défile lentement. Les boutiques aux devantures soignées, les affiches publicitaires peintes sur les murs vantant l'absinthe ou le chocolat, les camelots vendant des lacets ou des chansons. Sur les lignes desservies par les tramways mécaniques, l'expérience sensorielle est différente. Le tramway à vapeur, par exemple, crache une fumée noire et parfois des escarbilles, qui peuvent brûler les vêtements des passagers installés à l'Impériale. Le bruit est celui d'une locomotive en miniature. Les piétons s'écartent avec plus de crainte, effrayés par cette masse grondante qui ne possède pas l'intelligence du cheval pour éviter l'obstacle. Le tramway à air comprimé, lui, est plus propre, mais il doit s'arrêter régulièrement à des stations de recharge spécifiques pour remplir ses réservoirs, une opération qui prend du temps et intrigue les badauds. L'un des moments les plus spectaculaires de la journée se produit lorsque le tramway doit affronter les pentes de Paris. La géographie de la capitale n'est pas plate. Pour monter vers Montmartre ou remonter la rue de Belleville, 2 chevaux ne suffisent pas. Au pied de la côte, un homme attend avec un 3e cheval, le cheval de renfort. L'attelage s'arrête un instant. Avec des gestes rapides et précis, l'homme accroche le cheval supplémentaire à l'avant au moyen d'un palonnier spécial. L'effort est alors visible, presque douloureux à observer. Les 3 bêtes tirent de concert, les muscles saillants, les naseaux dilatés, la vapeur de leur souffle enveloppant l'avant du tramway. Les sabots claquent violemment pour trouver une prise entre les rails. Le cocher encourage ses bêtes de la voix, sans crier, par des claquements de langue rythmiques. Une fois le sommet atteint, le cheval de renfort est détaché tout aussi rapidement et redescend au pas vers le bas de la côte pour attendre le véhicule suivant.
C'est un cycle perpétuel de montée en force et de descente au repos, une chorégraphie laborieuse répétée des dizaines de fois par jour. À l'heure du déjeuner, le trafic se calme légèrement mais ne s'arrête jamais. Les conducteurs et receveurs profitent des terminus pour manger un morceau sur le pouce. Ils sortent une gamelle, un morceau de pain, une bouteille de vin rouge. Ils mangent assis sur le marchepied ou dans un petit local réservé au personnel. C'est un métier dur. Ils sont debout toute la journée, soumis aux vibrations incessantes qui usent le dos et les articulations. Ils respirent la poussière de la rue et les fumées d'échappement. Pourtant, il y a une fierté à porter l'uniforme, à faire partie de cette grande machine qui fait tourner Paris. Ils sont les maîtres du temps et de l'espace pour des milliers de travailleurs. L'après-midi avance et la lumière change. Les ombres s'allongent sur les façades. C'est l'heure de la sortie des bureaux et des ateliers. La foule se presse à nouveau aux arrêts. Les tramways sont pris d'assaut. À l'intérieur, l'air devient lourd, chargé d'odeurs corporelles, de tabac froid et de vêtements humides s'il a plu. La promiscuité est à son comble. On s'écrase sur la plateforme arrière. Parfois, le receveur doit jouer des coudes pour empêcher les resquilleurs de monter alors que la voiture est complète. Un petit panneau de bois ou de métal hissé à l'avant l'indique, semant la déception chez ceux qui attendent sur le trottoir. Lorsque le crépuscule tombe sur Paris, l'éclairage du tramway s'allume. En 1895, c'est encore souvent un éclairage au pétrole ou au gaz, vacillant et jaune. À l'intérieur, les lampes projettent des ombres dansantes sur les visages fatigués des passagers. Le tramway devient une bulle de lumière mouvante dans la ville qui s'assombrit. De l'extérieur, on voit passer ces vaisseaux illuminés, glissant silencieusement si ce n'est pour le roulement des roues. Les étincelles des fers des chevaux sur les pavés jaillissent parfois dans la pénombre. C'est aussi le moment où les dangers de la rue sont les plus présents. La visibilité baisse. Les piétons, pressés de rentrer, traversent sans regarder. Le cocher doit redoubler de vigilance. Son pied est prêt à actionner le frein à main. Une grande manivelle de laiton qu'il faut tourner vigoureusement pour serrer les patins de bois contre les roues. Le crissement du freinage d'urgence est un son qui glace le sang des passants, souvent suivi de jurons ou de cris d'avertissement. Le tramway ne peut pas s'écarter de sa trajectoire. Il est prisonnier de ses rails. C'est à la rue de s'adapter à lui, pas l'inverse. Le réseau des tramways structure aussi la vie sociale de la ville. Il relie les quartiers riches de l'Ouest aux quartiers ouvriers de l'Est et du Nord. Il permet aux employés de vivre plus loin de leur lieu de travail, amorçant le développement des banlieues proches. Le soir, on voit des ouvriers rentrer vers Pantin ou Saint-Ouen, somnolents sur les banquettes de bois de la seconde classe, leurs outils posés entre leurs jambes. Dans le sens inverse, des bourgeois se rendent au théâtre des grands boulevards, leurs habits de soirée protégés sous des pelisses. Le tramway est un lieu de brassage éphémère, où toutes les classes sociales se croisent sans vraiment se mélanger. La maintenance du réseau est une tâche nocturne et invisible. Des équipes d'ouvriers de la voie parcourent les lignes quand le trafic diminue. Ils nettoient les rails encrassés par la boue et le crottin. C'est vital, car un rail sale augmente l'effort de traction pour les chevaux et peut faire dérailler les tramways légers. On les voit, courbés vers le sol à la lueur de lampes tempête, grattant le métal avec de longs outils, resserrant les boulons des éclisses. Ils sont les gardiens de la fluidité du lendemain. Il faut aussi mentionner l'esthétique de ces véhicules. Les compagnies soignent leur image. Les voitures sont peintes de couleurs vives, jaune canari, vert bouteille, rouge bordeaux, selon les lignes ou les compagnies. Les flancs arborent fièrement les destinations en lettres d'or. Louvre, Bastille, Étoile, Vincennes. Ces noms qui défilent sont une géographie mentale pour le Parisien, une invitation au voyage au coin de la rue. Les panneaux publicitaires, de plus en plus nombreux, vantent les mérites du chocolat Meunier ou de la Biprix. Le tramway est un support de la modernité commerciale. Vers la fin de la soirée, le rythme ralentit considérablement. Les derniers tramways, appelés parfois les voitures de théâtre, ramènent les noctambules. L'ambiance y est plus détendue, parfois éméchée. Le cocher, épuisé par 10 ou 12 heures de service, laisse parfois les chevaux prendre une allure plus tranquille. Les bêtes sentent l'écurie. Elles accélèrent d'elles-mêmes sur le chemin du retour vers le dépôt. L'arrivée au dépôt marque la fin du cycle. Les chevaux sont dételés, fumant de sueur. On les couvre immédiatement de couvertures de laine pour éviter qu'ils ne prennent froid. Ils sont menés à l'abreuvoir.
puis à leur stalle où une ration d'avoine les attend. Pour les machines à vapeur ou à air comprimé, c'est l'heure de la purge, du nettoyage des grilles de foyer, de la vérification des joints. Le silence retombe progressivement sur les grands hangars, troublés seulement par les ébrouements des animaux et le craquement du métal qui refroidit. En 1895, ce système semble immuable, parfaitement rodé. Pourtant, il est à l'aube d'une révolution totale. L'électricité commence à faire son apparition timide, encore méfiante dans le centre de Paris où l'on refuse les fils aériens disgracieux. Mais dans quelques années à peine, le métropolitain ouvrira ses portes et les tramways électriques remplaceront définitivement les chevaux et les machines à vapeur. Les milliers de chevaux qui peuplent les dépôts disparaîtront, envoyés à la campagne ou à la boucherie. Les cochers deviendront des conducteurs de tramways électriques, troquant le fouet contre le Wattman. Mais pour l'heure, en cette année 1895, rien de tout cela n'est encore joué. Paris vit au rythme du trot et du galop, du sifflet du chef de train et du poinçon du receveur. Le tramway est le maître incontesté de la surface, le lien indispensable qui unit les îlots urbains. Il est l'incarnation d'une ville qui s'étire, qui grandit, qui respire. C'est une époque où le temps de trajet est un temps de vie, un temps d'observation, où l'on sent physiquement la distance parcourue. Ainsi, regarder un tramway passer en 1895, ce n'est pas seulement voir un moyen de transport, c'est voir passer toute une société, organisée, hiérarchisée, laborieuse, c'est voir l'effort physique nécessaire pour déplacer la masse urbaine. C'est entendre la musique du fer et du pavé, qui constitue la bande originale de la vie parisienne. Alors que la nuit s'installe définitivement sur la capitale, les derniers grincements de roues s'estompent. Les rails, luisants sous la lune où les réverbères à gaz restent là, veines d'acier vide attendant le sang nouveau du matin suivant, promettant qu'au lever du jour, le grand manège recommencera, inlassablement, transportant les rêves, les soucis et les espoirs de millions de Parisiens.